Alors, pour commencer, bonjour à toutes et à tous. Alors, Françoise parlait de culpabilité, donc celle du père notamment, qui vous en parlez très vite dans le livre. Dans le miroir, d'un coup, je ne vois plus mon fils, je ne vois qu'un père qui a merdé. Page 22. Alors, parlez-nous un peu de cette prise de conscience, de cette négligence, du déni, de la responsabilité. Alors d'abord, bonjour à toutes et à tous et merci de votre présence nombreuse ce soir qui me touche. Merci à celles et ceux qui ont permis cette rencontre. Oui, je voulais, quand j'ai imaginé d'écrire autour de cette question de la violence des enfants sur les enfants, du harcèlement, etc., je me suis dit, qui parle ? Quelle est la voie que je trouve et je suis allé en fait à la rencontre d'associations, puis de familles, puis de jeunes qui avaient été harcelés. J'ai beaucoup écouté, j'ai beaucoup été traversé par leurs témoignages et je me suis rendu compte que si les mères exprimaient avec beaucoup de chagrin évidemment, mais aussi de dignité, de force, de puissance, ce qui était arrivé à leurs enfants. En revanche, les pères, je généralise pas, mais ceux que j'ai rencontrés c'était comme ça, les pères souvent se tenaient en retrait, ils avaient du mal à parler, à dire les choses, à nommer, à désigner. Donc il fallait que je tire les vers du nez, il fallait que je pose des questions pour arriver à obtenir d'eux quelque chose. Et je me disais, c'est étrange, parce qu'au fond, ils ont le même chagrin, ils ont la même culpabilité que leur épouse, que la mère des enfants, etc. Bon. Et en fait, je me suis rendu compte que peut-être justement la culpabilité, chez certains d'entre eux, était beaucoup plus grande, que le remords était plus grand. Et que ça tenait souvent au fait que certains d'entre eux, et c'est pour ça que c'est aussi les traits de caractère que j'ai donnés au père Vincent dans ce livre-là, ont réagi à un retardement. C'est-à-dire qu'au moment où Hugo, son fils, commence à être harcelé et où la mère sent de manière voilà, presque animale, sensorielle, sentimentale, sensuelle, ce qui arrive à son fils, lui, il est en retrait, il pense que non. Il pense qu'en fait, peut-être d'abord le gamin est en train de raconter n'importe quoi et de mitonner, et de mentir ou de faire son intéressant. Donc il y a cette espèce de mise en question, de mise en doute de sa parole. Et puis après, une fois qu'il comprend qu'il y a peut-être quelque chose qui se passe, il se dit oui, c'est des chamailleries de cours de récréation, donc c'est aussi vieux que les chamailleries, aussi vieux que les cours de récréation, donc il n'y a pas mort d'homme. Puis après, il pense oui, mais même s'il se passe des trucs, ça va l'endurcir à mon fils, parce qu'il y a une espèce d'injonction à la virilité. Et au fond, il les met tout à côté, le père, au départ. Et ça m'intéressait, parce que quand vous écrivez un roman, parce que je tiens beaucoup à ça, c'est un roman d'amour, d'ailleurs, vous le disiez, mais je le considère comme un roman d'amour, comme le témoignage d'amour d'un père à son fils. C'est un père qui n'a pas suffisamment dit à son fils qu'il l'aimait et qui le dit trop tard, d'une certaine manière, et qui précisément est rattrapé par ce remords d'avoir sous-estimé, de ne pas avoir bien évalué, d'être passé à côté des choses. Et quand on écrit un roman, c'est toujours intéressant d'avoir une sorte de héros qui est un anti-héros. C'est toujours, moi j'aime bien les gens avec les imperfections, avec leurs maladresses, avec leurs erreurs, avec leurs errements, avec leurs doutes, avec leurs questions, avec leurs inquiétudes, avec leurs maladresses, tout ça, avec leur embarras, ça m'intéresse, plutôt que de quelqu'un qui aurait toujours bon tout le temps, qui cocherait toutes les cases. Non, lui, il ne sait pas faire, il est démuni, il est désemparé, il est à côté de la plaque, et il essaie de rattraper le coup. Un peu trop tard, mais il essaie de rattraper le coup. Et c'est pour ça qu'il s'exprime comme ça. Mais oui, la question du remords est une question fondamentale. Elle traverse beaucoup de mes livres, hein, la question du remords ou la question de la culpabilité. Le précédent partait déjà de ça, de la question de comment on se débrouille avec ce qu'on a raté, comment on se débrouille avec ce qu'on n'a pas vu, comment on se débrouille avec les moments où on n'a pas été à la hauteur, hein, comment on fait après. Voilà. Moi, je fais des livres. C'est une thérapie comme une autre. Mais donc, en tout cas, cette question de la culpabilité, du remords, elle est au cœur de cette problématique et de ce qui ronge, de ce qui dévore ce père et qui se dit, j'aurais tellement aimé être un père formidable et exemplaire, mais j'ai juste été un père qui a merdé. Parce que souvent, on entend dire que les parents n'ont pas vu venir, c'est ça. Oui. Mais là, ils ont vu venir, vraiment. Donc, parfois, voir ne suffit pas, finalement. Oui, alors, c'est vrai que, d'abord, il faut le dire, oui, en général, les parents ne voient pas venir. Là, c'est un des traits fondamentaux du harcèlement, c'est qu'il faut comprendre que, évidemment, les enfants harcelés, dans leur très grande majorité, se taisent, ne disent rien, s'enferment dans le silence, dans le mutisme, voire la mystification, racontant n'importe quoi, disant que tout va bien alors que tout va mal. Bon. Et donc, du coup, les indices sont souvent extrêmement ténus, les signaux sont extrêmement faibles, et donc, du coup, les parents, même s'ils sont très vigilants, ne voient pas forcément, parce que si votre fils vous explique, ou votre fille vous explique que tout va très bien, Madame la Marquise,
Bon, vous vous dites, tout va très bien, Madame la Marquise. Bon. Et donc, il faut arriver à discerner les choses, à arriver à voir ce qui est souvent très invisible. Il faut savoir entendre ce qui est parfois qu'un murmure. Il faut savoir interpréter ce qui est parfois difficile à interpréter. Quand un enfant qui avait de très bonnes notes se met à avoir de moins bonnes notes, ça peut être parce qu'il est harcelé, mais ça peut être pour plein d'autres raisons. Quand un garçon ou une fille qui était d'humeur égale se met à devenir extrêmement agressif, ça peut être parce qu'il est harcelé, mais ça peut être juste parce qu'il déteste ses parents, parce qu'à 14 ans, on déteste ses parents, c'est le principe. Par contre, quand un enfant cherche tous les moyens possibles et imaginables pour ne plus aller à l'école, les maux de ventre, les maux de tête, etc., ou dit « je voudrais changer d'école », là, il faut allumer les lumières rouges, hein, c'est les warnings, on sait qu'il y a un problème. Mais donc, du coup, il y a cette difficulté à repérer. C'est la vraie difficulté aujourd'hui sur le harcèlement. Mais eux, ils vont finir par repérer, ils vont finir par voir, mais ils vont mal interpréter, ils vont minimiser pour le père, ou elle surréagir, si je puis dire, pour la mère. Et donc, du coup, ils vont être un peu à côté des choses, mais en même temps, ils sont... cette question de la sidération, cette question de l'étonnement, de la stupéfaction, devant ça, c'est une question générale. C'est-à-dire vraiment, quasiment tous ceux que j'ai rencontrés me disent ça. Je suis tombé de l'armoire. J'ai fait une émission de télé... quand je parlais du livre, j'avais à côté de moi alors vous allez retrouver facilement, je ne vais pas dire son nom, mais j'avais un acteur à côté de moi et que je connais un peu. Et après l'émission, il me dit, mais tu sais, moi, et donc je sais qu'il a un fils de 13 ans, et il me dit, mon fils, moi, j'étais persuadé d'avoir une relation extrêmement forte avec lui, extrêmement privilégiée, de me dire que jamais mon fils ne me cacherait quoi que ce soit. Et donc, je me disais, s'il lui arrive quelque chose, c'est sûr que je le saurais parce qu'il me le dira ou parce que je le repérerai, etc. Et en fait, un jour, il est rentré chez lui, le père, et il a trouvé son fils jetant son téléphone loin. Donc, il était surpris de voir son fils s'énerver, ce mouvement d'humeur très très forte et très colérique, et de jetant son téléphone. Donc, il dit, mais pourquoi tu jettes ton téléphone? Son fils a repris son téléphone et est allé se réfugier dans sa chambre. Donc, le père a suivi l'enfant dans la chambre en lui disant, donne-moi ton téléphone. Et le fils a refusé de le donner. Donc, le père a pris le téléphone, et là, il a découvert un fil de discussion de 500 messages d'insultes. Ça faisait des mois que ça durait. Et il dit, je n'ai rien vu. Et il dit, je pense que je suis un très bon père. Et il l'est, je crois. Pour le connaître un peu, oui. Et donc, je me dis, voilà, on ne voit pas forcément. Et quand on voit, comment on fait? Quels sont les moyens qu'on a à sa disposition pour répondre? C'est aussi une des problématiques au cœur du livre. Bien sûr, et on va parler aussi, donc il y a une autre question qui se pose, c'est pourquoi tant de haine, en fait, hein, on se demande. Le père s'interroge sur ce qui a déclenché une telle cruauté, donc sur les conséquences. C'est les conséquences de quel mécanisme, finalement? En fait, c'est ça qui est très étrange, c'est que la plupart du temps, le harcèlement, ça part sur presque rien. C'est assez effrayant, parce que ça part sur une plaisanterie, sur un détail. Moi, en l'occurrence, dans le livre, je choisis de faire que c'est une remarque qu'on lui fait sur la couleur de son t-shirt. Mais je pourrais multiplier les exemples. Et le problème, c'est que la première insulte ou la première moquerie violente, virulente arrive. Et la question, c'est est-ce que l'autre répond ou pas? Et dans la plupart des cas, l'autre ne répond pas, celui qui effectivement va devenir le harcelé. Moi, quand je me suis fait harceler à 14 ans et que les premières insultes sont arrivées, je n'ai pas répondu. Je n'ai pas répondu parce que je n'avais pas les mots, parce que je n'avais pas le langage, je n'avais pas le vocabulaire, je n'avais pas l'insolence, je n'avais pas l'irrévérence, je n'avais pas le courage. Je n'avais pas le courage de dire à ceux qui étaient en face de moi, qui étaient plus grands que moi et plus forts que moi, non, vous n'avez pas le droit de me dire ça. Donc vous ne répondez pas, et parce que vous ne répondez pas, les autres se disent, donc je suis autorisé à continuer. Je peux y aller, parce que j'ai réussi à lui faire du mal, et je peux lui faire du mal en toute impunité, parce qu'il ne répond pas. Moi, le souvenir que j'ai de mon propre harcèlement, quand j'étais collégien, c'est le souvenir de mon humiliation. C'est le souvenir aussi d'avoir été une chiffre-molle. C'est le souvenir de n'avoir pas répondu, d'avoir été un punching ball, et de m'être laissé devenir un punching ball. Et donc, c'est ça qui est effrayant, c'est que le mécanisme commence comme ça, et après, quand c'est commencé, c'est très difficile à enrayer, c'est très difficile de revenir en arrière. Et donc, cette question, elle est fondamentale. C'est pour ça qu'il faut... C'est comme une maladie. Au début, si elle est prise très tôt, on peut la soigner. Si elle est prise très tard et qu'elle est métastasée, c'est compliqué. Et bien voilà, c'est ça. Et souvent, on ne voit pas l'engrenage se mettre en place. Et encore une fois, il y a cette question de l'impunité. C'est-à-dire que le harcèlement, c'est un crime parfait. Parce que vous attaquez quelqu'un qui ne vous dénoncera pas. Vous attaquez quelqu'un qui ne parlera pas. Et vous attaquez quelqu'un, et parce que vous attaquez quelqu'un, vous exercez pour la première fois la suprématie. Vous exercez pour la première fois le pouvoir. Vous exercez pour la première fois une domination. C'est l'ivresse de ça. C'est la phrase de Thucydide, hein, tout être exerce tout le pouvoir dont il peut disposer. Tout être exerce tout le pouvoir dont il peut disposer. Et c'est ça.
Et donc ces enfants, ils y vont et ils sont ivres de leur nouveau pouvoir et ils continuent parce que rien ne les arrête et parce que ça leur gagne de la popularité. Parce que tout d'un coup, ils sont leaders, parce qu'on est du côté de celui qui est la puissance, c'est la loi du plus fort. On vit dans une société où la loi du plus fort, elle est valorisée. Et donc, on suit celui qui déclenche les hostilités, pas celui qui est puni, pas celui qui est molesté, pas celui qui est humilié. On n'a pas envie d'être du côté de la chiffre molle. Et donc, c'est comme ça que ça commence, et c'est comme ça que ça devient très difficile à enrayer. Alors, il y a aussi une autre phrase qui en dit long sur ces mécanismes. C'est le narrateur, le père, donc, dit « J'en veux à la meute, la bruyante, comme la silencieuse aussi ». Parce qu'il y a ces élèves qui regardent. Qui ne disent rien, oui, c'est ça. Il y a même des profs qui sont plus ou moins... Oui, parce que la question, c'est qu'est-ce qui se passe autour? C'est quoi l'écosystème autour? Et c'est très compliqué, parce que vous avez ceux qui harcèlent, vous avez ceux qui sont harcelés, et puis vous avez la masse des autres. Et la masse des autres, elle est soit spectatrice, soit, si elle doit choisir un camp, elle choisira plutôt le camp du plus fort, et elle n'ira pas dénoncer souvent celui qui attaque pour sauver celui qui est attaqué, parce qu'elle se dit, moi-même, je vais peut-être attaquer à mon tour, il y aura peut-être des représailles, parce que c'est quand même une société de peur. Cette société enfantine est une société de la peur aussi, de la violence et de la peur. Et donc, il y a cette idée de, voilà, on regarde et on laisse faire. Et c'est au fond, il y a un parallèle qui est assez facile à faire, hélas, tragique, entre ce qui se passe aujourd'hui avec le harcèlement ou ce qui se passait sur les violences faites aux femmes il y a encore 10 ans. C'est-à-dire, il y a cette idée de se dire, j'entends du bruit chez mes voisins, mais je ne suis pas sûr que ça soit ça, alors je ne vais pas dire. Parce que peut-être c'est pas ça. Et c'est aussi la question du déni, c'est-à-dire, est-ce que vraiment c'est de la violence? Est-ce que vraiment cette femme, elle est violentée par son mari? Ça ne me regarde pas, mais est-ce qu'elle l'est vraiment? Et puis la femme qui allait porter plainte à la gendarmerie ou à la police, sachant que sur les violences faites aux femmes, il y a seulement une femme sur 4 violentées qui va déposer plainte. Il y en a 3 sur 4 qui ne vont jamais s'exprimer nulle part, qui se tiennent dans le silence, dans le mutisme. On sait pourquoi, hein. Tout ça est documenté, l'emprise, la peur des représailles, le contrôle coercitif, la honte, la peur d'embarquer les enfants, bref. Et donc l'idée, c'est que cette thèse, et c'est celle qui parle, il y a 10 ans, quand elles allaient dans un poste de gendarmerie ou une commissariat de police, elles étaient accueillies dans 95% des cas par un homme, qui leur disait, mais est-ce que vous êtes sûr qu'il vous bat? Parce qu'une femme, quand elle est battue et qu'elle a 5 minutes à perdre, elle dit, tiens, je vais aller dire que je suis battue. Bon. Et puis, c'est un problème d'ordre privé, donc nous, on gère des troubles à l'ordre public, donc ça vous concerne, vous, pas nous. Ou la femme violée en disant, mais vous portiez cette jupe? Si vous portiez cette jupe, il ne faut pas être surprise d'être violée. Bon. Et donc, c'est le même mécanisme avec le harcèlement. C'est on minimise, on nie, on regarde ailleurs, et on se dit, c'est pas mon affaire. Sauf que c'est des enfants. Et c'est des enfants qui ne parleront pas. C'est que les femmes se sont levées et se sont mises à parler, mais les enfants ne parlent pas. Oui, les parents disent aussi, ils ont qu'à se débrouiller entre eux, c'est ça. Alors on va peut-être en venir à un aspect qui est un peu l'aspect de l'espérance dans ce livre, qui est la marche blanche. Alors on connaît le dénouement tragique de cette histoire. Alors finalement, c'est là qu'il y a du soutien de personnes qu'ils ne connaissent pas. Oui, c'est assez beau parce que tout d'un coup, vous vous rendez compte... Alors, la marche blanche est à la fois formidable et tragique. Tragique parce qu'évidemment, on est en train de rendre hommage à quelqu'un qui n'est plus là. Tragique parce que c'est comme un enterrement en blanc. Hein, bon. Mais c'est aussi magnifique parce que tout d'un coup, il y a plein de gens qui viennent témoigner de la compassion, de la générosité, de la bienveillance, du soutien, du secours, etc. Donc il y a cette espèce de choses. Et puis, c'est surtout que chacun se sent en se disant « ça aurait pu être moi ». Ça aurait pu être ma famille. Donc il y a cette idée de l'identification, de l'appropriation. Donc tout d'un coup, vous êtes entouré par des gens qui tout d'un coup se disent « ça aurait pu être mon histoire ». Et c'est l'histoire de tout le monde en fait. Parce que juste par exemple sur cette question du harcèlement, c'est le seul chiffre que je vous donnerai ce soir, mais il faut avoir en tête que, je ne sais pas si vous savez le chiffre, mais je ne sais pas si vous imaginez combien d'enfants harcelés, d'adolescents harcelés en France. Vous avez une idée ou pas? Alors les chiffres qui sont communément admis, hein, parce que ce sont aussi bien ceux de la police comme non, ceux de l'éducation nationale comme ceux des associations, c'est entre 800 000 et 1 million. Entre 800 000 et 1 million d'enfants sont harcelés en France. Dans chaque classe, c'est 2 élèves. Dans chaque classe de France, primaire, collège et lycée, c'est 2 enfants. Moi, je suis allé dans un lycée il n'y a pas très très longtemps, j'avais face à moi 180 enfants, je me suis dit, j'en ai face à moi 10 qui sont harcelés et 20 qui les harcèlent. Voilà.
C'est ça la réalité aujourd'hui. Hein. C'est pour ça qu'on évoquait la citation que j'avais mise en exergue d'Hérodote, mais oui, c'est une guerre. Quand vous avez 1 million de gens concernés, quand vous avez des morts et des blessés, parce que évidemment, heureusement, très peu se suicident, bien sûr, mais beaucoup portent une mémoire traumatique. La question, c'est qu'est-ce que vous faites du souvenir de l'humiliation? Comment vous vivez avec ça après? Écrire un livre, par exemple. Ça fait des livres, voilà. Un beau moyen. Alors, à un moment, dans ces mécanismes aussi, il y a le père et la mère qui croient que le harcèlement s'est calmé, alors que finalement, c'est Hugo qui ment à mentir lui-même. Ouais. Il y a une inversion, vous pouvez y revenir. Oui, parce qu'il protège ses parents, en fait. Parce que d'abord, il se protège lui-même, c'est-à-dire qu'il dit ça va aggraver les choses parce que les autres vont se lancer dans des représailles épouvantables, etc. Donc du coup, il se dit vaut mieux que je me taise. Et puis parce qu'il voit bien que ses parents souffrent et ses parents sont désemparés et démunis, donc il ne sait pas très bien quoi faire. Donc tout d'un coup, il devient presque le protecteur de ses parents, il devient presque le bouclier de ses parents pour espérer qu'ils ne souffrent pas, pour les rassurer un peu. Et il n'a pas envie de leur faire du mal, et voilà. Et lui-même ne veut plus vivre ça. Donc c'est assez touchant, et c'est aussi pour ça que j'appelle ça un roman d'amour, parce qu'il y a de la circulation d'amour tout le temps, en fait. Parce que moi, ce qui m'intéressait, c'était de montrer combien ces parents-là, ils ont aimé absolument, indéfectiblement, démesurément leurs enfants, même s'ils n'ont pas su leur dire toujours bien comme il aurait fallu, parce qu'on est embarqué dans la vie, parce que voilà, bon. Et en même temps, ils le sont encore là, parce que ce qu'ils font, la marche blanche et tout le reste, c'est dire ça. Et parce que le père, dans ce monologue intérieur qui est le sien dans le livre, il convoque les souvenirs heureux de son fils. Et il se souvient d'Hugo vivant, et d'Hugo joyeux, et d'Hugo emporté, de la complicité qu'il a vue avec son fils, etc. Et moi, je tenais beaucoup à ça. Je tenais à ce qu'on raconte qu'avant d'être des gens qui souffrent, c'est des gens qui ont vécu. C'est mon obsession dans tous les livres que j'écris. C'est-à-dire que j'ai beaucoup écrit sur les disparus, sur les gens qui ne sont plus là, mais je dis toujours cette vérité, c'est qu'avant que les gens ne meurent, ils ont eu une vie, et donc je préfère raconter leur vie que leur mort. Et donc il y a ça, il faut se souvenir des jours heureux, se souvenir des moments où il y a eu des bulles d'air, et puis voilà, et de la vie qui continuera, parce qu'il y a aussi quelqu'un qui s'appelle Enzo, et Enzo, c'est l'autre rayon de lumière du livre. Alors ouais, votre roman aussi déploie une critique très juste du système scolaire, en fait, sa lâcheté et son cynisme, en fait. Pensez-vous que la peur du scandale ou la logique administrative prime encore trop souvent sur la protection des élèves? Alors, les choses s'améliorent et se sont améliorées, donc on va regarder le verre à moitié plein, mais il faut se dire que l'école a vécu pendant des années, d'abord avec le fait que le phénomène n'était pas désigné, n'était pas nommé. Le harcèlement, on ne le nommait pas, ça n'existe. Donc, à partir du moment où vous ne nommez pas quelque chose, ça n'existe pas. Moi, quand j'étais harcelé, je n'étais pas harcelé. C'était des chamailleries de cours de récréation. Quand les enfants étaient harcelés il y a 15 ans, 10 ans, c'était pas du harcèlement. C'était juste des enfants qui se tapent dessus, qui se jettent des compas au visage et qui rentrent avec des bleus. Mais c'était pas du harcèlement. Maintenant, c'est nommé, c'est désigné, donc il faut bien gérer le problème. Sauf que pendant des années, il y a eu cette fameuse phrase du pas de vague. C'est surtout pas de vague, et du coup, on regarde ailleurs, on vaut mieux pas traiter le problème parce qu'on ne sait pas comment le traiter. Donc pendant des années, on ne l'a pas traité parce qu'on ne savait pas le traiter. Et puis parce que quand on vous demande de le traiter, qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous allez donc devoir convoquer un harcelé à qui vous allez devoir tirer des aveux, parce qu'il ne va pas parler facilement, le harcelé, parce qu'il aura beaucoup de mal à confier la réalité. Et vous allez voir un harceleur qui commencera par nier être un harceleur, qui dira non, je ne suis pas un harceleur. Et quand il finira, ce harceleur, par admettre que peut-être ici ou là, il ne s'est pas bien comporté, il dira cette phrase que disent tous les harceleurs, tous sans exception, c'était pour rigoler. C'était pour rigoler. Et donc, vous êtes le principal du collège ou le proviseur du lycée, vous avez ça, et vous avez à disposition 2 heures de colle. Donc, évidemment, ça ne va pas régler le problème. Et donc, oui, voilà. Et puis surtout, la chose qui a beaucoup changé par rapport à mon époque, c'est qu'aujourd'hui, le harcèlement s'est répandu sur les réseaux sociaux aussi. Bien sûr. Donc le harcèlement aujourd'hui, c'est 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, voilà, c'est non-stop. Moi, au moins, ça s'arrêtait le soir à 4h30, ça s'arrêtait le vendredi soir, ça s'arrêtait pendant les vacances, il y avait une sorte de répit, de halte. Là, en l'occurrence, pas du tout, c'est non-stop. Et du coup, l'école s'abrite derrière ça en disant « Ok, ça a peut-être commencé dans les cours de récréation, mais aujourd'hui, ça se déploie ailleurs. Et cet ailleurs, ce n'est pas ma responsabilité. Ça se déploie sur la toile, ça se déploie sur TikTok, sur Snapchat, et ce n'est pas moi. » Et donc, il y a cette espèce de retrait qui est de dire « Bon. » Et puis, vous avez des situations qui sont absolument atroces. Alors, ces situations, évidemment, un peu extrêmes, enfin, elles existent. Je vous rappelle le cas de Nicolas dans les Yvelines, à Poissy, qui donc a été harcelé pendant des mois et des mois et des mois.
Ses parents sont allés voir le principal du lycée à plusieurs reprises pour dire notre enfant est harcelé, il faudrait prendre des mesures, il fallait faire quelque chose. Le proviseur n'a rien fait, disant que non, il n'y avait pas de harcèlement, que tout ça était très exagéré, que c'est n'importe quoi. Les parents ont toujours continué à solliciter l'administration qui a toujours apporté une fin de non-recevoir, de sorte qu'à la fin, ces parents-là, de Nicolas à Poissy dans les Yvelines, ont reçu un courrier officiel de la rectrice de l'Académie de Versailles. Je ne sais pas si ça dit quelque chose à quelqu'un, cette histoire, qui a expliqué donc à ses parents qu'il fallait qu'ils arrêtent d'importuner le lycée, sans quoi ils seraient attaqués en justice pour diffamation. Nicolas s'est tué en lisant la lettre. Je vous rassure, il n'est rien arrivé à la rectrice de Versailles, elle va très bien, si vous avez besoin de ces nouvelles. Elle va très 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 bien, elle exerce toujours un emploi public, payé par vos impôts. Donc c'est ça la réalité aujourd'hui, c'est que ça existe, ça. Et donc il faut faire avec cette situation où vous vous battez contre des moulins avant. Alors néanmoins, les choses se sont quand même améliorées, d'abord parce qu'on nomme, parce qu'on désigne, ensuite parce qu'il y a eu des programmes qui ont été mis en place dans les écoles, le plus récent s'appelle phare, et il commence à fonctionner. phare, c'est en fait un programme de prévention du harcèlement avec la nomination de référents au sein du personnel enseignant, du personnel socio-éducatif et des élèves, pour permettre de repérer les cas de harcèlement et pour justement les traiter une fois qu'ils sont repérés. Et ça commence à fonctionner. Il y a aussi ce qu'on appelle les cours d'empathie, notamment en école primaire. Alors c'est extraordinaire parce que quand on a parlé de cours d'empathie, c'est quelque chose qui vient de pays scandinaves, tout le monde s'est esclaffé. Tout le monde a dit « Ah là là, les cours d'empathie, qu'est-ce que c'est gnangnan ?» Et moi je trouve ça merveilleux qu'on vive dans un pays où on s'esclaffe quand on prononce le mot empathie. Ça me fascine. C'est-à-dire que vous mettez les mots empathie, bienveillance, et tout le monde se tord le nez, regarde ailleurs et dit vraiment on est chez les bisounours. Par contre, vous parlez de violence, de couteau, et tout ça, les gens disent ah bah oui, là on tend l'oreille, ça nous intéresse. C'est quand même fascinant. Et en fait, il se trouve que les cours d'empathie en primaire, ça marche. Il se trouve que quand on demande à des élèves de se mettre à la place de l'autre, de celui qui est harcelé, ça marche. Donc il y a des choses qui existent. Et donc, il faut en tenir compte, il faut les faire fonctionner. Donc, on va aller vers le mieux. Mais enfin, on part de très loin. Oui, alors, les parents non plus sont pas très empathiques, les parents des harceleurs. Mais ce sont sociologiquement... peuvent venir de toutes les classes. Je veux dire, ils sont de la classe moyenne, à peu près comme... Parce qu'il n'y a pas de sociologie derrière, bizarrement, contrairement à ce qu'on pourrait penser. C'est contre-intuitif, mais c'est pas comme, il n'y a pas des endroits où on serait plus harcelé que d'autres, il n'y a pas des endroits où on serait plus harceleur que d'autres. C'est comme pour les violences faites aux femmes. C'est très équitablement réparti entre les milieux et les CSP. La seule chose qu'on sait identifier, qu'on sait, comment dirais-je, catégorier, qu'on sait sérier, c'est quoi? C'est que sur le harcèlement, les harcelés, le profil des harcelés, c'est majoritairement des enfants ou des adolescents qui ont été choisis pour être harcelés, parce qu'ils présentaient une sorte de dissonance, de dissemblance, de choses minoritaires. Donc c'est vous attaquez le roux parce qu'il est roux, vous attaquez le bègue parce qu'il est bègue, et vous surjouez le bégaiement devant lui. Vous attaquez le en surpoids et vous le traitez d'obèse et de tout ce que vous voulez devant lui. Alors que c'est précisément en plus généralement un gamin de 13 ans qui est en surpoids et qui est obèse vit rarement super bien son poids et son surpoids. Donc évidemment, c'est la double peine pour lui. Vous tombez à bras raccourcis sur celui que vous présumez homosexuel, sur celui qui est efféminé, et donc vous le traitez de fiotte, de sale pédé, etc. Bon. Donc il y a toujours cette idée que le harcelé est très globalement, majoritairement, quelqu'un qui a été choisi parce qu'il a une forme de dissonance ou de dissemblance par rapport à l'ensemble du groupe. Et le harceleur, c'est plus difficile parce que les profils c'est plus difficile à cerner, mais ce qu'on sait quand même, c'est que souvent les harceleurs ont à un moment ou à un autre été en témoin direct ou indirect de violence. Donc soit de violence au sein de leur famille, soit de violence dans un environnement, etc. Mais qu'en tout cas, ils ont été spectateurs ou témoins ou embarqués dans quelque chose qui avait un rapport avec la violence. Et donc ils exercent aussi cette violence. Ça peut être aussi les jeux vidéo, parce qu'ils passent 92 heures par jour sur des jeux vidéo, ils dégomment des gens. Hein. On verra le profil du jeune homme qui a tué la surveillante aujourd'hui, mais on ne sait pas pourquoi il sort un couteau et il pointe, il tue la surveillante. Bon. Mais il y a un moment, c'est cette question de est-ce que vous êtes confronté à un moment ou à un autre dans votre univers mental ou réel avec la violence? Oui, et puis un autre aspect aussi, ils en viennent à avoir peur
de la réaction de la justice également. Est-ce que la justice, en général, est à la hauteur de ces Alors, pour questions? l'instant, non, elle y est pas pour grand-chose, parce que jusqu'à présent, l'arsenal juridique était très faible. C'est-à-dire qu'il y avait, encore une fois, on a mis beaucoup de temps à reconnaître cette question du harcèlement, à la nommer, à la désigner, donc à la judiciariser. Maintenant, on l'a un peu plus judiciarisée, mais en même temps, c'est très compliqué, parce que la justice, elle progresse aussi par les décisions qui sont prises, par l'addition de ce qui fait jurisprudence. Et par exemple, on sait le cas de Lucas, par exemple, ça c'est dans les Vosges, Lucas, 13 ans, qui se suicide après des mois de harcèlement. Et donc les parents attaquent en justice. Et en fait, il faut 2 ans de procédure interminable pour qu'enfin la justice admette que oui, il y a eu harcèlement. Donc 2 ans, voilà, c'était un des premiers cas où le harcèlement était reconnu par la justice. Mais la justice disant, dans la phrase d'après, donc il y a bien eu harcèlement, mais le suicide n'est pas causé par le harcèlement. Donc on voit qu'il y a encore des progrès à faire, qu'on n'y est pas. Là aussi, on y viendra. Je pense qu'à un moment, on va avoir une jurisprudence, comme sur les violences faites aux femmes, encore une fois. Je vous rappelle que, pardon d'y revenir, parce que c'est un sujet qui m'importe, parce que j'ai écrit aussi un livre sur le sujet, mais je vous rappelle qu'il y a 15 ans de cela, et même un peu moins, on ne parlait pas de féminicide, on parlait de crime passionnel. Le crime passionnel, je vous le refais pour que tout le monde ait en tête, c'est « il l'aimait tellement qu'il l'a tué ». Je vous la refais. Il l'aimait tellement qu'il l'a tué. Et c'était une circonstance atténuante. C'est quand même le pauvre homme, il est veuf. Bon, d'accord, c'est lui qui a buté sa femme, enfin il est veuf. On ne va pas en plus l'accabler. Non, mais on se fait chez les dingues quand même. Il y a un moment, enfin, on a vécu sur ça. Le crime passionnel. Non, c'est pas de passion derrière tout ça, c'est un crime de propriétaire. Et donc, aujourd'hui, vous prenez 22 ans. À l'époque, vous en preniez 8. Donc, on voit bien qu'il y a une évolution, que tout d'un coup, on comprend les choses. Qu'effectivement, c'est un truc tout bête, mais non, virgule, on n'a pas le droit de tuer sa femme, point. Non. Bon. Et donc, il n'y a pas d'explication, il n'y a pas de circonstance qui ferait qu'on aurait le droit. Ça n'existe pas, ou qu'on aurait une justification, ou quand même on pourrait comprendre qu'il l'a fait. En fait, non. Et donc c'est pareil pour cette question-là, c'est qu'à un moment, il va falloir y arriver, et ça prendra là aussi un petit peu de temps, je pense. Oui, alors, vous avez peut-être évoqué d'autres questions, comme celle de la survie du couple, aussi, d'un couple dans un drame tel que la perte d'un enfant. Alors, qu'est-ce que vous avez montré à ce sujet On sait que tout couple qui est confronté à une épreuve comme celle-ci, et singulièrement l'épreuve de la perte d'un enfant, c'est évidemment un couple qui est très souvent donc, très mis à l'épreuve. Et dans une majorité de cas, on sait que ces couples ont du mal à tenir. Moi, j'avais envie, et je voulais, parce que je voulais aussi que ça soit un roman voilà, avec de l'espoir et de regarder vers le haut. Je voulais qu'ils soient encore ensemble, je voulais qu'il y ait cette idée que Vincent et Juliette, ils tiennent. Alors, ils ont des divergences, ils ont des différences d'appréciation, ils ne réagissent pas de la même manière tout le temps, mais ils sont là, ils sont ensemble l'un pour l'autre, ils sont père et mère, ils sont mari et femme, et ils tiennent. Et c'est assez beau. J'ai rencontré d'ailleurs une femme absolument formidable qui avait donc perdu sa fille, qui s'était suicidée après des mois de harcèlement. Et j'ai osé lui poser la question, enfin je lui parlais déjà depuis un petit bout de temps, mais j'ai osé lui poser la question en disant mais comment vous avez fait pour continuer, pour rester en vie, enfin, comment on fait quoi? Question qui m'intéresse moi, c'est fondamentalement. Et elle me dit c'est assez simple. J'avais 3 enfants, il m'en restait 2, donc j'étais encore mère, donc j'ai continué parce que je suis mère. Et on continue quand on est mère. Et j'ai trouvé que c'était une phrase sublime. Ouais. Oui, il y a beaucoup d'amour maternel, en tout cas dans votre livre aussi. Et alors, il y a un autre sujet, alors vous, qui traverse l'ensemble de votre œuvre, c'est de faire exister l'absence de lui donner un poids. Comment on écrit l'invisible? Comment on donne chair à un être aimé? Mais moi, je n'écris quasiment que sur ça. J'écris sur l'absence, sur la disparition, sur la séparation, des thèmes très joyeux, comme vous l'avez compris. Le mec assez... Sinon, dans la vie, ça va très bien. Et vraiment, les gens vous le diraient, je crois que ça va pas mal. Mais après, on charrie tous un petit peu sur l'eau de névrose, quand même, mine de rien. C'est pour ça qu'on fait des livres, d'ailleurs. Mais précisément, parce que cette question, en fait, j'ai dû me la poser très tôt
dans ma vie. Il se trouve que les hasards de la vie, la distribution des cartes, ont fait que moi j'appartiens à une génération et à une sexualité où beaucoup de mes amis dans les années 90, ils ont eu 20 ans, 22 ans et ils n'ont jamais eu le temps d'avoir 25 ans. Ils sont beaucoup tombés au champ de bataille et c'était voilà, c'était des amis, c'était des gens très proches et ils étaient là et puis 6 mois plus tard vous étiez dans une chambre d'hôpital et puis vous leur teniez la main pour la dernière fois et puis ensuite la seule occasion que vous aviez de leur parler c'était d'aller dans un cimetière. Donc moi je suis beaucoup allé dans les cimetières, j'adore, les cimetières c'est merveilleux, mais enfin on peut s'en lasser de parler à des tombes et donc vous devenez écrivain. Vous devenez écrivain parce que vous poursuivez le dialogue avec les disparus, mais autrement. Et vous leur parlez, et parce que vous leur parlez, ils sont encore vivants, en fait. Et en fait, moi, les livres, c'est la seule occasion que j'ai, c'est de rendre vivants ceux qui ne sont plus là, y compris dans ce livre-là. C'est qu'Hugo, il est vivant dans le livre, il est là, il existe. C'est pas juste un type, c'est pas juste un garçon qui s'est tué, c'est un garçon qui a existé. Et en fait, moi, je fais exister les morts. J'ai envie qu'on sache qu'ils ont été vivants, vibrants, parfois très chiants, très cons, très tout ce qu'on veut, mais ils ont été là. Et moi, je les ai aimés pour ça. Et donc il faut parler d'eux. J'ai écrit un livre qui s'appelle « Arrête avec tes mensonges » pour ça, parce que j'apprenais la disparition de quelqu'un qui avait beaucoup compté pour moi. Et je me dis, cette vie ne peut pas être une vie passée sous les radars. Ça ne peut pas être quelqu'un qui n'existe nulle part que pour moi dans mon souvenir. Il faut qu'il existe quelque part ailleurs. Et donc, j'ai décidé qu'il allait exister dans un livre. J'ai bien fait, parce que ce livre a été un best-seller absolument incroyable. Bon, il est traduit même en 32 langues aujourd'hui, donc je suis heureux de savoir que Thomas Andrieux existe dans 32 langues, parce que c'est le nom du personnage dans Arrête avec tes mensonges. Et donc, c'est important de faire exister les disparus, de dire qu'ils sont vivants, de leur rendre la vie, de faire que les absents soient à nouveau présents. Et c'est ça que j'écris quand je fais Un soir d'été. Un soir d'été, qui est un livre où j'évoque un souvenir de jeunesse. Allez-y. Une question de harcèlement aussi d'ailleurs, oui. Même si c'est secondaire comme oui. terme. Mais en tout cas, il y a cette idée de... Voilà, on était jeunes, on avait 18 ans, on partait en vacances. Donc moi, les vacances, c'était dans l'île de Ré, parce que j'étais un petit Charentais, donc le littoral le plus proche, c'était l'île de Ré, puis le meilleur ami de mon père y vivait. Donc on allait passer tous les étés dans l'île de Ré. Enfin, à l'époque où l'île de Ré, c'était un endroit où il y avait des campings... parce que maintenant, c'est un peu différent. Et enfin, j'ai suivi la sociologie, moi, de l'île de Ré. Et donc l'idée, c'est ça. Et donc, j'allais là-bas et je retrouvais mes copains tous les ans. Et notre seule ambition, c'était quand même d'aller boire, quand on était ado, c'était d'aller boire des bières à 18h. Ensuite, d'aller à la plage, évidemment, l'après-midi. Une fois qu'on avait passé le cap des 3 heures que notre mère nous disait qu'il fallait qu'on passe, sinon on allait vomir, si on allait se baigner, les conneries qu'on a entendues. Et voilà. Ensuite, donc, on allait boire des bières. Et puis le soir, on allait en boîte de nuit, danser dans les boîtes de nuit. Et donc, moi, ayant eu cet âge-là, à la fin des années 80, ou au milieu des années 80, nous dansions sur Macumba de Jean-Pierre Madère. Et je cite volontairement Macumba de Jean-Pierre Madère parce que vous allez le chanter dans votre tête. Oh Macumba, Macumba, elle danse tous les soirs. Voilà, vous l'avez, ça y est, vous l'avez bien là, oui. Il y avait aussi Peter et Sloan. Besoin de rien, envie de toi. Cette nuit, vous allez m'en vouloir. Cette nuit, vous allez avoir Peter et Sloan. Et surtout, on se souvient de la coiffure de Sloan. Et on rêve d'avoir la coiffure de Sloan, parce que moi, personnellement, je trouvais que cette espèce de choucroute un peu... Voilà. Les années 80 ont été pour ça une espèce d'étalon du bon goût dans tous les domaines. Mais c'est la période où j'ai eu 18 ans, donc moi j'ai adoré avoir 18 ans, et donc j'ai adoré danser sur Besoin de rien, envie de toi. Et donc, il y avait ça, sauf que nous étions donc tous insouciants, jeunes, innocents, et voilà. Sortis de prépa à ce moment-là. Oui, absolument. Oui. Et l'idée, c'est qu'à côté de nous, il y avait quelqu'un qui se noyait et on ne le voyait pas. C'est toujours cette idée de ne pas voir quelqu'un qui va mal. Cette idée de se dire, il y en a un qui ne va pas bien, c'est une histoire vraie. Hein. Quelqu'un qui ne va pas bien, et tout d'un coup, on ne le voit pas, parce qu'on est sur notre nombril, on est sur Macumba, de Jean-Pierre Madère, bien sûr, sur Besoin de rien, envie de toi. Et donc l'idée, c'est ça. Et quand on le voit, c'est trop tard. Et du coup, des années après, vous écrivez un livre parce que vous avez le remords de ce que vous n'avez pas vu. La culpabilité de ne pas avoir été là au bon endroit, au bon moment. Oui, il y a cette fête d'ailleurs où à un moment ils sont vous moi et donc ce personnage qui va disparaître, qui va disparaître, oui. Personne en fait. Oui. Et il y a une première fausse disparition quelque part dans cette première fête. Oui, c'est qu'on ne sait pas où ils sont. D'abord, lui, il s'en va, lui déjà, le narrateur, avec quelqu'un d'autre pour faire des bêtises dans les toilettes. C'est des choses qu'on fait de temps en temps quand on a 18 ans. Narrateur. Comment ? Ah, vous avez fait ça, Simon ?
Oh, moi, je pensais que Simon était un garçon irréprochable, qui faisait brûler des cierges à l'église. Alors, je suis très déçu. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais vu qu'il connaissait un peu Simon, vous ne le voyez pas du tout comme ça. Et maintenant, on découvre qu'il allait faire des bêtises dans les toilettes. Tout ça a murgé au dernier degré, avec 4 grammes dans le sang, à la 87e bière. Non, vraiment, on assiste à l'écroulement des élites. Vous savez, on l'a pris pour un... Il était, et en fait, non. Paillasse, enfin, paillasson, mais vraiment, on est très déçus. Très, très déçus. Enfin, écoutez, il est encore là, il est sobre, parce que là, il n'est que 19h. Vous le reverrez dans 2 heures, il est ivre-mort. Et donc, il a décidé d'arrêter l'alcool, il y a 2 heures. Et donc, il tient pour l'instant. Donc, je reviens à mon histoire de quoi. Donc, oui, il disparaît. Et quand il réapparaît, on comprend qu'il s'est passé quelque chose, mais on ne sait pas quoi. Et après, il va disparaître pour de bon, oui. Voilà. Oui. Et alors, qu'est-ce qui vous a décidé d'écrire cette histoire 40 ans plus tard, finalement? En fait, c'est assez curieux parce que vous êtes quand même toujours poursuivi par ça. Vous avez une sorte de mémoire. Moi, c'est terrible les écrivains parce que ça a de la mémoire. Voilà. On n'a pas beaucoup de qualité, mais on a de la mémoire. Et en fait, d'ailleurs, on n'a que ça. Enfin, l'idée, c'est que moi, je me suis rendu compte de ça, c'est qu'en fait, on a sa propre mémoire, bien sûr, les choses qu'on a vécues soi, qu'on a entassées, voilà, et qu'on n'a pas oubliées. Et puis, on a une mémoire aussi sensible ou sentimentale, qui sont toutes les choses qu'on n'a pas vécues directement, mais qu'on a entendues, qu'on a surprises, qu'on a vues, qu'on a aperçues, voilà, une phrase que quelqu'un dit, une attitude, un geste, une remarque. Et on se dit, peut-être que ça servira un jour dans un livre, peut-être que... Voilà. Et puis, effectivement, des années après, on écrit ce livre, et la phrase qu'on a entendue 15 ans avant, elle ressurgit, parce que c'était dans notre besace sentimentale, dans notre petite mémoire affective, bon, notre valise. Et donc, voilà, la mémoire, elle est là, et puis elle vient vous titiller, elle vient vous lécher les pieds, quand même, de temps en temps. Et puis, je me disais, au fond, Nicolas, puisqu'il s'appelle Nicolas, le personnage qui disparaît dans Un soir d'été, Nicolas, il est encore là des années après, quand même, je pense encore à lui. Et je me dis, je suis l'un des derniers à me souvenir de lui. Et là aussi, cette idée de témoigner, de lui rendre une consistance, une substance, une essence, une existence. Et donc, je me dis, il faudra raconter qui il était, parce que c'est un garçon absolument formidable, que moi j'ai beaucoup aimé. Donc vous vous dites, voilà, on va le rendre vivant, on va lui faire un mausolée, mais un mausolée joyeux. Et donc c'est ça aussi qui amène. Puis encore une fois, oui, là, cette idée de la culpabilité, quand même, c'est-à-dire l'idée de se dire pourquoi j'ai pas été à la hauteur, pourquoi j'ai pas fait les choses bien à ce moment-là. Alors il y a plein d'explications, hein, encore une fois, on regarde son nombril, mais voilà, et donc oui, ça vient me mordre un peu de temps en temps. Oui, il y a cette question aussi de transfuge de classe aussi dans ce roman-là. Moi, je suis là, oui, c'est la caricature du transfuge de classe. À un moment, je crois qu'il y a cette phrase, je sentais à plein nez le transfuge de classe. Je pue le transfuge de classe, je crois que je dis, oui. Vous voyez comme il est bien élevé, il essaie de se rattraper. Il essaie de se rattraper parce qu'il sait très bien que j'ai écrit je pue le transfuge de classe, mais je sentais à plein nez, non, franchement, vraiment. On le connaît maintenant, on sait ce qu'il fait dans les confessionnaux, tout ça. Bon. Et donc... oui, moi je suis un transfuge de classe au sens où moi je suis né dans la classe moyenne inférieure, on va dire. On manquait de rien, mais on faisait attention à tout. Moi j'avais un papa instituteur et une maman secrétaire. Voilà, et moi mes parents, pour que je fasse des études, ils ont dû faire un crédit, bon, parce que voilà, j'ai grandi dans un petit village de Charente que tout le monde connaît, qui s'appelle Lamérac. Lamérac, Las Vegas, Lamérac, non, d'accord. Lamérac, 160 habitants. Au sud de la Charente. Nous habitions l'école, puisque nous habitions le logement de fonction au-dessus de l'école. Et moi, donc, j'ai passé mon enfance à regarder les tilleuls de la cour de récréation. Et donc, nous allions chercher le lait à l'étable à côté. Je sais d'ailleurs traire les vaches, personne n'y croit quand je dis ça, mais je vous assure que je sais faire. Et nous avons grandi là. Et puis, avec un père qui disait il faut prendre l'ascenseur social. C'était lui-même était un hussard de la République, était un produit du mérite républicain, parce que lui avait 6 frères et sœurs, ils étaient 7 dans sa famille, tous les autres étaient soit chômeurs, soit paysans, soit ouvriers, et lui était le seul qui avait eu le baccalauréat, qui avait fait l'école normale d'instituteur, etc. Donc lui-même s'était déjà élevé dans sa famille. Et il nous disait, il faudra prendre l'ascenseur social. Et il y a une chose pour le faire, c'est de faire des études. Et des études longues et brillantes. Il n'était pas question de faire la fac. La fac, c'était pour les va-nu-pieds, pour les drogués, pour n'importe quoi, mais pas du tout pour nous. Et donc il fallait qu'on fasse des grandes écoles. J'ai un frère. Et donc, on les a faites, je vous rassure. On a été très obéissants. On a fait les grandes écoles. Et donc, voilà, c'était ça. Et donc, du coup, après, on a eu des beaux métiers, des beaux salaires, des machins. Bon. Alors, mon frère, lui, il a continué. Moi, je suis devenu saltimbanque, ce qui est évidemment pas... Bon.
Et en fait, c'est ça, d'ailleurs, je me souviens, quand j'ai écrit mon premier livre, donc ça faisait 10 ans que je travaillais, et quand j'ai écrit mon premier livre, je me suis dit, mais comment je vais leur dire, quoi? Comment je vais dire ça à mon père? Parce que d'ailleurs, c'était assez drôle, parce que la scène où je leur dis que je vais... Voilà, elle est tellement symbolique de ce qu'ils étaient, mon père et ma mère. Enfin, ma mère est toujours vivante, mon père est mort. Mais... Donc j'écris mon premier livre qui s'appelle En l'absence des hommes, et donc j'écris ce manuscrit, sans faisant parler à personne, j'envoie le manuscrit par la poste. Là j'ai la surprise de voir qu'il y a plusieurs éditeurs qui veulent me publier, donc je choisis mon éditeur, et donc là nous sommes en avril 2000, et le livre va être publié le 2 janvier 2001. J'ai quand même du temps pour leur dire que le livre que j'ai écrit un livre, que ce livre va être publié, j'ai quand même 8 mois devant moi quand même. Bon. Et pendant 8 mois, je procrastine et je me dis, je ne peux pas leur dire, je ne vais pas arriver à leur dire, c'est pas possible parce qu'ils vont tomber de l'armoire, mon père va me déshériter, enfin, remarquez, je n'aurais pas perdu grand-chose. Mais... Donc, très bien. Et je n'ose pas leur dire. Et en fait, vous savez, le livre sort de l'imprimerie en général un mois avant. Donc, début décembre 2000, j'ai le livre entre les mains, mon premier livre entre les mains. Je me dis, bon, je vais quand même leur donner. Et là, je n'arrive pas à leur donner non plus, quoi. Je ne sais pas comment faire. Et je leur ai donné comme cadeau de Noël. Le 25 décembre 2000, là on était quand même une semaine de la sortie en librairie, parce que je me suis dit, comme mon père fréquente des librairies, il va quand même tomber sur mon livre, ça va être un peu gênant. Et donc je leur donne une semaine avant. Je me souviens de la réaction, donc c'est vraiment... j'ai écrit un livre qui s'appelle Arrête avec tes mensonges, parce que ma mère n'arrêtait pas de dire ça, de me dire ça à moi, arrête avec tes mensonges, parce que quand j'étais enfant, j'inventais n'importe quoi. J'inventais des fables, je disais n'importe quoi. J'avais une imagination très fertile. Donc je disais qu'il y avait des messieurs qui m'avaient emporté dans des voitures, enfin c'était merveilleux. Et ce qu'une mère a tout à fait envie d'entendre. Mais j'y mettais tellement de crédibilité, de vraisemblance qu'elle finissait par douter et d'avoir peur. Et donc elle disait arrête avec tes mensonges. De façon de dire j'espère que c'est vraiment un mensonge. Et donc du coup, pour revenir à mon histoire de livre, nous sommes le 25 décembre 2000, et donc je donne le livre. Et là, ma mère regarde le livre et elle dit mais non, mais c'est une blague en fait. À l'intérieur, ça doit être des pages blanches. C'est pour nous faire rire. C'est encore une de ces conneries. Bon, très bien. Et mon père qui regarde le livre et qui dit ah, les emmerdements commencent. Voilà. Donc je viens de là. Oui, alors il y a aussi cette rencontre de ces jeunes bourgeois sur la plage. Alors vous êtes avec vos amis de l'île de Ré. Alors c'est un lieu de mixité sociale, l'été du moins, on peut voir. Oui. Et alors, nous, on avait des t-shirts à tête de loup, vous voyez, ou avec tête de Johnny Hallyday. Et eux, ils avaient des trucs Lacoste. Donc on voyait qu'il y avait un petit problème. Nous, on avait des tongs absolument dégueulasses, eux, ils avaient des mocassins. Donc on voyait le truc, on n'était pas raccord. C'est marrant parfois parce qu'ils voient un romantisme à la condition de pêcheur. C'est ça. Alors que c'est merveilleux d'aller pêcher en mer. Le pêcheur, non, c'est un boulot de con. Et donc oui, il y avait une sorte de choc mais en même temps, c'était la merveille de cet endroit-là, et des endroits de vacances et de cette époque-là, c'est qu'en même temps, oui, il y avait donc des classes sociales différentes, mais on arrivait à se mélanger. À la fin, il y avait un truc qui s'appelait l'alcool, qui réussissait beaucoup de choses. Il y avait un autre truc qui marchait très bien, qui s'appelait la libido. C'est 18 ans, donc il va quand même falloir qu'on pécho, et donc quand même, il y a un moment où il faut quand même qu'il se passe un truc. Et donc, ça rapprochait les gens quand même. Et puis, il y avait, je ne sais pas si j'en avais parlé, Macumba, Jean-Pierre Madère. Et donc, évidemment, vous dansiez sur Macumba de Jean-Pierre Madère. Et donc, ça rapprochait énormément. Ça a beaucoup fait faire d'enfants, hein, Macumba. Jean-Pierre Madère est responsable d'une fécondité explosive. Et donc, il y a ça, il y a cette idée de... Donc, on se rapprochait, on se mélangeait, et ça finissait par être ça. Et donc après, moi, mais c'est vrai que les bourgeois me voyaient comme prochainement l'un des leurs. Ils disaient, celui-là, on va le récupérer pour nous. Ils ont eu raison, je suis devenu bourgeois. Et mes amis avec qui j'avais grandi, qui étaient eux de la classe populaire, se disaient, on est un peu en train de le perdre, et c'est le dernier été où il est encore un peu avec nous, avec son t-shirt Johnny Hallyday. Et donc c'est ce tiraillement aussi qu'il y a dans ce livre-là, mais qui est aussi le tiraillement de la jeunesse. C'est quelles sont les directions qu'on va prendre. C'est aussi une chose qui m'importe. C'est-à-dire que on est à des âges, 18, 19, 20 ans, où tout d'un coup, la direction qu'on va prendre, ça va être une direction, sinon décisive, au moins fondamentale. Et donc, vous allez être emporté dans un endroit, et après, votre destin s'écrit. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Et donc, oui, mon destin s'écrit pendant ces années-là. Alors, le personnage de Nicolas, à un moment, il se fait traiter de mauviette par Thomas, à un moment, qui lui-même a
de la violence aussi dans sa famille. Oui, oui, c'est des gens, en fait, la question du harcèlement, elle apparaît là, oui. C'est-à-dire qu'il y a cette idée de se dire que lui-même, enfin, ce Thomas, il est héritier d'une sorte de violence, et Nicolas, on le traite de mauviette parce qu'il a un physique différent, parce qu'il est tout maigre, parce qu'il est chétif, parce qu'il a une sorte de nonchalance poétique, on va dire, puis il est un peu blanc, un pâle, bon. Et donc, du coup, il a une cible facile par rapport, par exemple, aux autres amis, notamment à François, qui lui est un viril. François, c'était mon meilleur ami. Donc, on se ressemblait beaucoup, oui, la virilité. Oui, alors non, on ne rit pas. Parce que si c'est pour avoir des sarcasmes, parce que tel que vous voyez, c'est une force de la nature. Voilà. Et donc l'idée, c'est ça, c'était de se dire, Nicolas, il était une cible et une proie facile. Et c'est comme ça qu'il est choisi aussi, et nous, on ne le voit pas. Parce que nous, moi, je l'aime bien comme il est, je m'en fous, ça me va bien qu'il ait des cheveux longs, qu'il fasse des dessins un peu bizarres et qu'il soit un peu poète et qu'il soit bon. Voilà, c'est charmant pour moi, mais pas pour d'autres et pour d'autres qui vont décider qu'il faut y aller. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'en lui, ce Nicolas, vous aviez une intuition que vous pouviez vous confier sur les problèmes que vous rencontriez, dont on parlait tout à l'heure, notamment sur l'homophobie subie. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, ce qui est assez curieux, c'est que j'aurais dû, et c'est pour ça aussi que je me sens coupable, c'est que j'aurais dû comprendre que lui-même était dans une forme de dissonance ou de vulnérabilité ou de je sais pas quoi, ou de fragilité. Moi-même, j'avais vécu cette situation-là, donc j'aurais pu repérer. Donc j'ai l'impression que, et puis je fais pas vraiment attention, je suis pas assez vigilant. Et en fait, ce qui est intéressant dans l'histoire, dans le livre, mais c'était vrai dans la vraie vie, c'est que celle qui a tout vu, c'est Virginie, c'est l'enfant de 13 ans. Il y a toujours chez moi quelqu'un dans mes livres, souvent, vous parlez de mon fils, il y a Enzo qui est comme ça, le fils cadet. J'aime bien ces enfants-là. Ceci n'est pas un fait divers, c'est le grand-père. Il y a toujours des personnages qui sont extérieurs au drame ou à la bande ou au moment et qui voient mieux que tout le monde. Et si moi, je sens des choses, mais pas assez vite et pas assez profondément, Virginie, elle, qui a 13 ans, vous savez, c'est la gamine de 13 ans qui veut venir avec les grands de 18 ans qui vont en boîte de nuit. Donc les grands lui disent, ça va pas, tu vas pas venir avec nous. Non, mais arrête. Bon, et elle regarde partir les grands, sauf qu'elle les voit mieux que nous tous, parce qu'elle n'a pas le nez sur le guidon, parce qu'elle voit l'ensemble, parce qu'elle peut nous détailler un peu. Et nous, on ne voit pas. Et donc, elle dit des choses, Virginie. Et je me suis souvent dit ça. Je me suis dit, si j'avais écouté ce qu'elle avait dit, si j'avais écouté ses intuitions à elle, qui sont plus fortes que les miennes, alors oui, peut-être que les choses auraient changé, peut-être que. Et donc c'est aussi ça, c'est question du peut-être que. C'est si j'avais, vous savez, la question les et si, c'est le jeu le plus cruel au monde, hein. Mais quand vous vous lancez dans le et si j'avais fait ça, et si ce soir-là j'avais fait ça, et si nous avions, bon. Sauf que nous ne l'avons pas fait. Et nous aurions pu le faire parce que c'était simple à faire. Ça n'était pas compliqué à faire, mais nous ne l'avons pas fait. Et donc, il faut vivre avec le fait que vous ne l'avez pas fait. Voilà. Vous parlez de cette disparition comme d'une, je cite, leçon cruelle et magnifique. Oui, parce que au fond, les disparitions, c'est quoi ? Il y a cette scène que j'adore absolument dans Les Heures. Les Heures, c'est au départ The Hours. C'est d'abord un livre de Michael Cunningham qui est ensuite devenu un film que vous avez peut-être vu avec Nicole Kidman, Meryl Streep et Julianne Moore, où on suit 3 femmes à 3 époques différentes. On suit Virginia Woolf en 1923, tandis qu'elle est en train d'écrire Mrs. Dalloway. On suit une femme dans les années 50 qui lit Mrs. Dalloway. Et on suit une femme à la fin des années 90 qui est éditrice à New York et qui, elle, est une sorte de Mrs. Dalloway dans la vraie vie. Bon, très bien. Et en tout cas, l'un des personnages de ce livre, c'est Virginia Woolf en train d'écrire Mrs. Dalloway. Et il y a une scène absolument merveilleuse que j'adore, c'est Virginia descend de sa chambre d'écriture et elle rejoint Léonard, son mari, avec qui elle vit, parce qu'elle est très sujette à la dépression, donc bon. Et il la surveille, parce qu'elle peut partir un peu dans tous les sens, bon. Et il tient une imprimerie, bon. Et elle dit, alors qu'elle est en train d'écrire Mrs. Dalloway, elle dit d'abord cette phrase vertigineuse pour les écrivains, mais elle dit « Voilà, j'ai décidé, quelqu'un va mourir. » Parce que ça, c'est le privilège des écrivains.
Vous décidez que vous pouvez tuer des personnages, vous décidez qui vous allez faire mourir, qui vous allez faire vivre. C'est extraordinaire. J'ai fait un livre il y a quelques années qui s'appelle Paris-Briançon. Je ne sais pas si certains d'entre vous l'ont lu. Je fais monter des gens dans un train de nuit. Donc c'est des gens qui ne se connaissent pas. Ils sont une douzaine, ils ne se connaissent pas, ils ne se sont jamais rencontrés. Précisément dans un train, on voyage avec des gens qu'on ne connaissait pas juste avant et qu'on ne reverra jamais après. Bon. Sauf que là, c'est un train couchette, donc c'est 12 heures de machin. C'est la nuit, donc vous avez la promiscuité, l'intimité. Donc c'est un livre sur les rapprochements, sur l'intimité qui se crée entre des étrangers. Mais je vous dis dès le départ, vous attachez pas trop quand même, parce que quelques-uns seront morts au petit matin. Sauf qu'on ne sait pas qui va mourir, enfin le lecteur ne sait pas, moi je sais, je savais qui j'allais faire mourir. J'avais décidé dès le départ de qui j'allais tuer, et à quel moment et pourquoi. Et donc, bref, je reviens à Virginia, donc elle dit ça, elle dit à Léonard, voilà, j'ai décidé, quelqu'un va mourir. Il la regarde et lui dit, bon, soit, d'accord, mais il dit, mais pourquoi quelqu'un doit-il mourir ? Et elle répond, pour que les autres, les survivants, apprennent la valeur de la vie. Je trouve que c'est pas mal comme leçon. Oui, oui, et on pourrait parler d'autres absents aussi, comme ceux des Passants de Lisbonne, que j'avais vraiment beaucoup aimé aussi. Mais on a déjà pas mal parlé, et je pense que voilà, je vais des questions, maintenant... Ah bah oui, il est 20h. Il est quand même, il est minuit et demi. Il est minuit et demi, c'est l'heure des questions, oui, c'est ça. Simon est bavard. Je vous avais prévenu. Hein. Ouais.